Israel Case, le prédateur américain. I would let them come to me. Just remote area. Come go to a remote area that's not anywhere near where you live, that other people go to as well. Le portrait du tueur en série Israel Case, le prédateur américain. Israel Case est un tueur en série américain, violeur, pyromane, cambrioleur et voleur de banque, qui a commis une longue série de viols et de meurtres, jusqu'à ce qu'il soit capturé en 2012. Il s'est suicidé durant sa détention et n'a pas pu assister de ce fait au procès pour lequel il était inculpé du meurtre de Samantha Koenig. Israel Case est né le 7 janvier 1978 au cœur du village de Cove, situé dans le comté de Cache en Utah. Il est le deuxième enfant sur les 10 que va compter le couple formé par Eddie Haganson et John Jeffrey Case. Ses parents décident de scolariser tous leurs enfants à la maison. Ils ne verront pas plus de médecins que de professeurs durant les années qui vont les mener à l'âge adulte. La famille déménage lorsque Israel a 3 ans pour la région de Colville, à Washington, et habite une pièce unique, sans électricité ni eau courante, après avoir vécu dans une tente. Enfant, Israel fréquente l'église The Ark, qui enseigne l'identité chrétienne ainsi que la Christian Israel Covenant Church. Avec sa famille, il va vivre ensuite dans la réserve de la communauté Maca, située à Knee Bay, puis chez les Amish dans le Maine. Israel Case s'introduit par effraction dans les maisons de ses voisins pour y voler des armes. Il adore chasser aussi et poursuit tout ce qui a un cœur qui bat, dira-t-il plus tard, tuant et torturant des animaux. En 1996, Julie Harris, 12 ans, est une jeune fille handicapée qui n'a plus ses jambes et porte des prothèses. Elle disparaît à Colville et pendant un moment, la police pensera qu'elle s'est enfuie de chez elle à cause de son beau-père avec qui elle ne s'entendait pas trop. On retrouvera cependant ses prothèses à proximité d'une rivière, puis sa dépouille en 97. Mais Case niera toujours l'avoir tuée. En 1997 ou 1998, on ne sait pas très bien, Israel se trouve près de la rivière des Chutes quand il tombe sur un groupe d'adolescents. En début de soirée, et après plusieurs heures d'attente tapis dans un coin, il épie une jeune fille qui vient de s'éloigner du groupe. Il l'enlève, l'agresse sexuellement, et prévoit de la tuer mais finalement renonce à son projet et la laisse partir. En 2000, il se met en couple avec une fille qu'il a rencontrée dans la réserve Maca. Les deux auront une petite fille qui va naître l'année suivante. Israel Case décide de rentrer dans l'armée en 1998. Il a du mal à trouver sa place, n'a pas de job. L'armée lui semble une bonne solution et il a envie un peu de s'éloigner de tout ce côté religieux de sa famille. Il se rend pour cela à Albany, à New York, le 9 juillet, et intègre le 5e régiment d'infanterie, 25e division, et ce jusqu'au 8 juillet 2001. Il se trouve en poste à Fort Lewis, puis à Fort Hood avant d'être envoyé en Égypte. Durant ce laps de temps, il reçoit plusieurs décorations militaires comme la médaille du mérite, la médaille du service de la défense nationale, le ruban de service, l'insigne de tireur d'élite, un signe d'expert infanterie et même l'insigne d'assaut aérien. Il semble que durant toutes ces périodes passées à l'armée, il se soit tenu à carreau et n'ait pas fait parler de lui. À l'armée, d'ailleurs, ses camarades ont trouvé en lui un homme plutôt calme, réservé, mais qui avait une tendance à boire beaucoup durant le week-end, consommant des bouteilles entières de bourbon. Il faisait partie d'un groupe de musique surnommé Insane Clown Posse. En sortant de l'armée, Israël décide de renoncer à la religion. Oui, il se déclare dorénavant athée. Et en 2007, il monte une entreprise de construction en Alaska, Case Construction, et fait divers travaux de bricolage. Il se met en ménage avec une infirmière et achète une maison. Et si pendant ces 2 ans il ne commet rien de répréhensible, la situation va bien vite changer.
En effet, il va tuer 4 personnes à Washington et au moins une dans l'État de New York, État dans lequel d'ailleurs il possède 10 acres et une cabane délabrée dans la ville de Constable. Avril 2009. Il tue sa première victime, Debra Feldman, dans le New Jersey. La jeune femme est sous l'emprise de la drogue, accro à l'héroïne et à la cocaïne, et a depuis des années perdu la garde de son fils, Matthew, à qui d'ailleurs elle ne cesse maintenant de demander de l'argent pour payer ses doses de drogue. Israël trouve là la victime idéale et décide de la tuer avant de l'enterrer près de Tupper Lake, dans le nord de l'État de New York, afin de dissimuler le corps et ainsi éviter de se faire prendre. Le lendemain, il se grime, porte une moustache factice, une fausse barbe, des lunettes de soleil, une veste à capuche et braque une banque communautaire avec une arme de poing. Cette banque, c'est la succursale de la Community Bank à Tupper Lake. Lancé le 8 juin 2011, il pénètre par effraction de nuit dans la maison de Bill et de Lauren Currier, 49 ans et 55 ans, habitant à Essex dans le Vermont. Il les attache et les conduit dans une ferme abandonnée, où il abat Bill, puis agresse sexuellement Lauren avant de l'étrangler à mort. Pour cela, il a utilisé son kit de meurtre, qu'il avait dissimulé près de leur domicile 2 ans plus tôt, avant de déplacer le contenu de ce kit dans une nouvelle cachette à Parishville, qui va lui servir jusqu'à son arrestation. Il dira plus tard qu'il a sélectionné le couple parce que celui-ci n'avait pas de chien, pas d'enfant, mais possédait un garage avec une entrée attenante à la maison. 1er février 2012, il tue Samantha Koenig, 18 ans, non loin de son lieu de résidence en Alaska. Il l'a enlevée dans le stand de café où elle travaillait avant de l'agresser sexuellement, de la tuer et de la démembrer le lendemain. Il laisse son corps dans un hangar et s'en va à la Nouvelle-Orléans, où il fait une croisière pré-réservée de 2 semaines avec sa famille comme si de rien n'était dans le golfe du Mexique. À son retour, il retourne au hangar et s'occupe du corps de Samantha en lui maquillant le visage avant de lui coudre les yeux, ouverts, avec un fil de pêche. Il prend une photo avec posée près d'elle la une d'un journal, The Anchorage Daily News, datant de 4 jours pour faire croire qu'elle est toujours en vie à cette date. Grâce au téléphone portable de la jeune fille, il envoie un SMS au petit ami de celle-ci et lui réclame alors une rançon de $30,000. Puis il transporte le corps à Matanuska Lake au nord d'Anchorage et le laisse là. Après le meurtre de Samantha, Israël s'empare de la carte bancaire de sa victime. Et c'est grâce au retrait d'argent qu'il va effectuer sur ce compte que la police va pouvoir suivre son parcours alors qu'il se déplace dans le sud-ouest des États-Unis. Ils vont alors le mettre sous vidéosurveillance. Si jusqu'ici Israël avait pris soin de mettre des kits un petit peu partout disséminés dans les États des États-Unis, s'il était plutôt organisé, il fait avec Samantha une erreur qui va lui être fatale, et finit par être arrêté par l'agent de patrouille routière du Texas, Brian Henry, et par le garde forestier, Stephen Rayburn, alors qu'il se trouve sur le parking du Cotton Patch Cafe à Lufkin. Nous sommes le 13 mars 2012 et Israel Keyes vient de nouveau d'utiliser la carte bancaire de Samantha qu'il avait précédemment utilisée au Nouveau-Mexique et en Arizona. Lors de son interrogatoire au policier, il avoue avoir étudié les techniques d'autres tueurs en série et s'être inspiré particulièrement de celle de Ted Bundy. Le fait de tuer lui apportait, dira-t-il, de l'excitation, de l'adrénaline, des sensations de précipice. Keyes est extradé vers l'Alaska, où il avoue le meurtre de Koenig. Devant le tribunal, il est représenté par le défenseur fédéral de l'Alaska, Rich Kortner. Israël est mis en examen dans cette affaire et son procès doit commencer en mars 2013, mais il va mourir avant. Keyes se trouve en effet détenu au complexe correctionnel d'Anchorage quand il se suicide le 2 décembre 2012. On retrouvera sur ses poignets des coupures qu'il se serait infligées et une lettre de suicide sous son lit dans laquelle il fait une ode au meurtre sans toutefois nommer d'autres victimes potentielles. Ses funérailles auront lieu le 8 décembre en présence de 4 de ses sœurs et de ses 3 beaux-frères. Avant de se suicider, Keyes a déclaré aux enquêteurs qu'il voyageait d'un état à l'autre dans le seul but de tuer. Ce faisant, il a affirmé qu'il ciblait n'importe qui, les couples âgés, les jeunes, les hommes, les jeunes femmes. Il enterrait des kits dans des caches à travers les États afin de pouvoir tuer et éliminer les corps avec facilité. En 2020, le FBI a publié les dessins de 11 crânes et d'un pentagramme qui avait été dessiné avec le sang de Keyes et trouvé sous le lit de sa cellule de prison.
Le FBI estime que le total de ces victimes se monte au moins au nombre de 11 et les agents pensent qu'il a pu cambrioler 20 à 30 maisons à travers les États-Unis et braquer plusieurs banques. Dans le livre de Maureen Callahan, intitulé American Predator: The Hunt for the Most Meticulous Serial Killer of the 21st Century, on apprend qu'Israel Keyes serait passé par une clinique de chirurgie afin de se faire poser un anneau gastrique et qu'il avait l'intention de se faire enlever la totalité des poils ainsi que de modifier ses empreintes digitales dans le but de ne pas laisser de traces lors de ses futurs meurtres. Heureusement pour ses victimes potentielles, Israel Keyes a été appréhendé et décédé en prison. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de la partager sur les réseaux sociaux pour nous faire connaître et aussi de vous abonner à notre chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis en tous les cas à très bientôt pour un nouveau portrait sur www.psycho-criminologie.com.